Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec Roland Hureau qui ne risque pas encore 170 ans de prison, mais tant votre plan fait à l'égard de la Macronie est cinglant, ça ne saurait tarder. Vous avez donc publié L'homme qui n'aimait pas la France aux éditions de Paris de Max Chaleil. Bonjour Roland Hureau. Oui, bonjour André Berkov et bonjour Augustin Morio. Alors, au Roland Hureau, oui, j'ai reçu ça, L'homme qui n'aimait pas la France. Alors, on n'a pas le temps de se demander qui est cet homme qui n'aimait pas la France. Il y a sa silhouette. Effectivement, c'est paru aux éditions de Paris chez Max Chaleil. L'homme qui n'aimait pas la France. Je rappelle, Roland Hureau, quand même, que non seulement vous êtes énarque et élève de l'école normale supérieure, mais vous êtes soigné. C'est ça qui est tout à votre mérite. Je plaisante. Oui, mais plus que vous ne croyez. Et vous avez occupé beaucoup de postes administratifs, préfectoral, diplomatie, d'Atar, Cour des comptes. Vous avez été conseiller de Philippe Séguin, du grand Philippe Séguin à la présidence de l'Assemblée nationale, puis d'Édouard Balladur. Vous avez été candidat législatif. Vous avez été premier adjoint de la ville de Cahors, cher à mon cœur, parce que j'ai eu une maison là-bas pendant quelques années. Mais surtout, vous êtes écrivain et essayiste. Et alors, ce livre... Alors je l'ai reçu, j'ai lu, c'est quand même un sacré pamphlet, un sacré procès, parce que vous parlez d'Emmanuel Macron, vous parlez des 5 ans, vous avez fait le bilan que d'autres n'ont pas fait, en tout cas quand ils auraient pu le faire. Vous le faites dans ce livre. Vous le faites à votre manière. Vous avez bien la responsabilité de vos propos, mais allez, vous y allez à la Kalachnikov, je dirais, vous y allez à la fusée, et pour des raisons d'ailleurs que vous donnez, etc. Alors, d'abord, je voudrais commencer par qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de dire il faut que je fasse ce bilan maintenant, il faut que je fasse ce qui s'est passé. Et je rappelle que votre premier chapitre, c'est l'irrépublicain. Pourquoi l'irrépublicain ? Parce que dans ces jours-ci, on va dire, appeler au rassemblement de tous les républicains pour barrer la route à qui vous savez. Et je pense que Macron ne peut pas se réclamer de la République. Il a été élu... À ce point. Ah oui, totalement. Il a été élu par une violation fondamentale, flagrante, d'un des principes les plus fondamentaux. Alors, j'ose pas dire de la République, parce que c'est Louis XVI qui a signé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais ça a été maintenu comme un principe républicain fondamental, qu'il y aurait séparation des pouvoirs. Or, s'il n'y avait pas eu une manipulation judiciaire orchestrée par le pouvoir exécutif, c'est Hollande et son entourage, Macron n'aurait jamais été élu. Et tout ça pour flinguer Fillon, qui avait tous les pronostics avec lui au départ de la campagne. Alors, Roland Hureau, il y a ça, mais il y a autre chose. Il y a bien d'autres choses. Mais il y a ça d'abord. Juste là-dessus, on va en parler longuement. On aura 1 heure pour en parler. Mais juste là-dessus, vous dites que parce que le parquet national financier dit écoutez, nous avons pris en toute autonomie la décision de poursuivre François Fillon pour l'emploi fictif après l'article 15 enchaîné. Vous dites c'est la pression. Ah oui, mais c'est pas que moi. Il y a Madame Houlette qui faisait partie du parquet, qui était la patronne du parquet financier, qui l'a dit. J'ai agi sous pression du garde des Sceaux, puis derrière le garde des Sceaux, le président de la République. Et autour du président de la République, pratiquement toute l'équipe de campagne de Macron. Vallot... Alors, on va parler de cet irrépublicain. Oui, c'était sous François Hollande. C'est en prévision du second tour et de l'appel habituel au rassemblement, au sursaut républicain que j'ai écrit ce livre pour montrer que on peut pas dire que, même dans son style, il n'est pas républicain. Je veux dire, on ne sent pas du tout la continuité avec les grands républicains, de la Troisième République qui nous ont quand même fait gagner la guerre mondiale. Nous allons en parler tout de suite et longuement après les informations. Et on fait le bilan pendant 1 heure, mais pour cela, il faut que vous nous appeliez au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul à être dans tous mes états. Roland Hureau, il l'est aussi, en écrivant L'homme qui n'aimait pas la France aux éditions de Paris, Max Chaleil. Et vous n'y allez pas de main morte, Roland Hureau. Encore une fois, les Républicains.
Je voudrais juste citer même vos titres de chapitres qui disent ce qu'ils disent. Pour l'impuissance française, portes ouvertes, c'est dans la France comme maison de passe ouverte à tout vent, l'économie à la dérive, la technocratie, la fin des classes moyennes, le désordre, les libertés à la dérive, la diplomatie de l'effacement, on en parlait. Mais alors, revenons à ça. Pour vous, en fait, vous dites que Emmanuel Macron a été élu, on va pas revenir là-dessus, sur un, entre guillemets, un coup d'état, entre guillemets, sur vos paroles judiciaires, et depuis, vous dites, en fait, si on avait à décrire sa gouvernance, à décrire ce qu'il a fait depuis 5 ans, comment vous le résumeriez, déjà? Voilà, Hureau. Comme l'exécution de la politique des réseaux mondialistes qui l'ont fait élire et qui gouvernent le monde, qui ont fait battre Trump et qui sont très actifs. C'est-à-dire que je ne sais pas, j'ai pas la réponse, la part personnelle qu'il y a dans son action. On a l'impression que c'est parfois que c'est un zombie qui exécute des idées venues d'ailleurs. Ce qui me frappe, c'est qu'il n'a pris aucune décision, mais aucune, où il n'est l'aval de la technocratie française, mais également la technocratie internationale, qui se résume pas à Bruxelles. Bruxelles n'est elle-même qu'une voie d'exécution, qu'une cheville ouvrière de Davos, de l'OMC, de l'OCDE, de Genève, etc., etc. Et de Bill Gates, et vous voyez jamais. J'aurais aimé, s'il est quand même président de la République, s'il a vécu un peu plus moins que d'autres, mais qu'il y ait parfois une touche personnelle, parfois la trace d'une expérience personnelle. Mais exemple de soumission à cette technocratie mondiale dont vous parlez. Mais par exemple, quand il a décidé d'élargir le droit au rapprochement familial des immigrés, aux frères, pas seulement le conjoint et les enfants, mais les frères, les sœurs, les parents. Quand on sait que frère, ça n'a pas du tout la même signification en Afrique qu'ici. Frère, ça peut être n'importe qui habite dans le village. Et moi, j'ai posé la question, mais pourquoi? On m'a dit, mais c'était une directive de Bruxelles. Bon, alors une fois que vous avez dit ça. Mais Bruxelles, c'est une directive de qui? Ça, j'ai pas approfondi. Ce que je sais, c'est que tous les gens qui sont puissants dans ce monde jouent la carte de l'immigration. C'est pas la peine de faire l'erreur qu'a peut-être fait Zemmour, s'en prendre aux immigrés. C'est un phénomène qui est dirigé de très très haut. Tous ceux qui gouvernent le monde veulent que l'Europe soit submergée d'immigrés. Alors les uns parce qu'ils espèrent un grand métissage, les autres c'est plus pervers parce qu'ils veulent la disparition de la civilisation européenne. Et on s'aperçoit que quelqu'un comme Macron sur ce sujet et sur bien d'autres, il n'est jamais en porte-à-faux par rapport à ce réseau. Alors c'est à la fois ceux qui sont au-dessous, les technocrates, et puis ceux qui sont au-dessus, les sphères internationales. Mais c'est pas de réseau, c'est un seul réseau. C'est-à-dire que sa technocratie est elle-même déjà aux ordres de Bruxelles, de Genève, et alors moi on va me dire mais vous êtes complotiste, qui commande là-dedans? Alors moi je répondrais que c'est comme un banc de poissons, un banc de sardines dans l'Atlantique. Quand vous les voyez faire un quart de tour, hein, vous savez pas qui a décidé de faire le quart de tour. Mais oui, mais alors Roland Hureau, vous allez jusqu'à dire quand même ça va loin, vous allez loin. Mais vous dites que donc ce gouvernement français, enfin celui qui nous gouverne aujourd'hui et peut-être demain, n'est pas indépendant, n'est pas autonome, ne gouverne pas de façon autonome. C'est ça. À l'évidence, c'est sur tous les sujets, y compris des sujets graves comme la guerre et la paix. Pour moi, l'enjeu principal, c'est que si quelques fous aux États-Unis décident qu'il y aura une guerre avec la Russie, et il y a des fous aux États-Unis et en très haute position, ou des séniles. Pardon? Ou des séniles. Bon, c'est pas lui qui décide, le sénile. Il y a plus dangereux que lui. Qui décide de faire une provocation qui obligera à une escalade en Ukraine. Et ça n'est pas de l'imagination, c'est noir sur blanc dans des livres comme des grands géopoliticiens, comme Brzezinski lui-même,
que si vous avez des gens qui ont décidé, et en Europe, à Bruxelles, etc., vous en avez d'encore plus fous, ont décidé d'engager une guerre mondiale pour nous. Je pense que Marine Le Pen dira non, ne serait-ce que parce que c'est une mère de famille et qu'elle a le sens de ce qu'est la vie. Vous pensez qu'Emmanuel Macron ne dira pas non, quand même? Il est incapable de prendre une décision qui aille contre ses orientations supranationales et transnationales. On ne l'a jamais vu sur aucun sujet. Et alors, s'agissant de l'Ukraine, il y a 3 sujets que j'ai pas traités parce qu'ils n'avaient pas commencé de manifester. Bon, je passe sur 2. C'est McKinsey. Bon, McKinsey, l'usage des consultants, c'est une tendance à long terme. C'est pas lui qui l'a inventé, mais comme sur beaucoup de sujets, comme sur beaucoup d'autres sujets, il y a eu un changement, une accélération. Et alors, quand vous avez un consultant pour donner un avis technique, par exemple, comment réguler le marché de l'électricité, etc. Bon, ça va. Mais quand c'est le consultant qui fait la politique, il fait la politique comme de la santé, voilà, ce qui s'est passé, ou qui fait les campagnes électorales. Je pense que Macron, que je ne juge pas très intelligent, pardonnez-moi. C'est votre droit. C'est mon droit. En tous les cas, il y a une très grande intelligence à cette campagne électorale. Et sur le plan purement politicien, il est quand même malin. Alors je me suis dit, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est un spin doctor, comme on dit aujourd'hui? Je sais pas. Mais je pense qu'il y a des conseillers de toutes sortes derrière. Alors, il y a cette affaire des consultants. La suppression, pourquoi supprimer le corps diplomatique entre les 2 tours? Enfin, alors que 80% des diplomates lui étaient favorables. C'est pas comme le corps préfectoral, qui est plutôt de droite, mais lui était favorable, et vont sûrement se retourner. Bon, ça fait pas beaucoup de monde, d'accord, mais ça entre dans un plan suppression de l'ENA, suppression que j'aime pas beaucoup par ailleurs, qui méritait de grandes réformes, mais suppression du corps diplomatique, du corps préfectoral. Je pense que les conseillers d'État doivent se dire, la prochaine fois c'est notre tour. Moi je me mets à leur place. À Cour des comptes pareil. Et donc il y a une volonté véritablement de démonter. Il l'a dit d'ailleurs publiquement. Il a dit quand il était aux États-Unis, il a dit, je sais plus si c'était sur quelle chaîne, et il a dit, je suis là pour déconstruire la France. Mais il l'a pas dit comme ça, si. Ah, écoutez, alors. Mais il n'a pas dit je suis là. J'ai dit il faut déconstruire la France. Il faut déconstruire la France, y compris sur le plan symbolique, ce qui explique toutes ces repentances à répétition sur le continent africain en particulier. La France serait coupable de tous les crimes de la terre. Et puis il y a l'Ukraine. Ça c'est beaucoup plus grave parce que nous sommes quand même, cette élection se produit à un moment où on est avec un risque de dérapage et d'escalade qui détruirait la ville. Alors ce ne serait même plus la peine de parler de sauver la planète, elle n'existerait plus. Vous voyez aujourd'hui un réel danger de guerre mondiale avec l'Ukraine. Enfin, vous sentez. Non, mais personne ne sait. Vous sentez une possibilité, je dis bien. Personne. Ce que je sais, c'est que dans une situation comme celle d'aujourd'hui, Macron pousse à l'escalade et depuis plusieurs mois, plusieurs années. Je m'en suis rendu compte, mais après avoir écrit mon livre, qu'il est responsable de la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire que s'il avait voulu mettre tout le poids de la France pour l'empêcher, il n'aurait pas eu lieu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Pozzo di Borgo, sénateur centriste de Paris. Vous imaginez bien que c'est pas une cité complotiste. Alors pourquoi? J'ai appris hier que il a livré des armes et livrer des armes et envoyer des entraîneurs d'entraînement auprès de l'armée ukrainienne. Ukrainienne. Comme tous les autres pays d'Europe et les États-unis aussi. Mais il est quand même parmi ceux qui poussent, d'après d'autres informations que j'ai. Et dans cette armée, les corps d'élite, ce sont les néo-nazis, il faut bien le dire. Ils sont peut-être pas très nombreux, mais ils irriguent. Ils ont été placés par Zelensky dans une position d'influence considérable. C'est déjà en 2014. Oui, mais envoyer des armes
à l'Ukraine avant le déclenchement de la guerre, c'était une violation des accords de Minsk. Or, les accords de Minsk avaient prévu qu'il y avait 4 pays qui étaient responsables de leur application. C'était la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne. Or, ils ont été sabotés. C'est-à-dire ni la France ni l'Allemagne, et spécialement la France de Macron, n'ont fait le moindre effort pour qu'ils s'appliquent, pendant que les États-Unis et d'autres, par des envois d'armes, étaient en train d'exciter les partenaires qui s'affrontaient. On en reparle. Donc c'est très grave, c'est très grave. Elle a été cherchée, cette guerre, pas par tout le monde, mais sûrement par lui. On en reparle tout de suite après cette petite pause, Roland Hureau. Et appelez-nous au 0826 300 300, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous parlons avec Roland Hureau de son procès, de son libelle, de son pamphlet contre Emmanuel Macron. Je rappelle que François Mitterrand avait écrit Le coup d'État permanent, que Chateaubriand avait écrit, que Victor Hugo, avait écrit Napoléon le Petit, et Roland Hureau écrit L'homme qui n'aimait pas la France. Je ne fais pas de comparaison, mais je constate que vous n'y allez pas de main morte, Roland Hureau, et je voudrais vous lire juste ceci. Vous savez, là, il y a quelques jours, Emmanuel Macron a écrit un profession de foi au Figaro, enfin au site du Figaro, et juste quelques lignes que je voudrais vous lire. Que m'a communiqué Augustin Moriot, est français celui pour qui la liberté est un idéal indépassable, non pas la liberté du vide, celle qui, refusant le vaccin, est en réalité une tyrannie pour les autres, non pas la liberté illimitée de l'individu qui ne tiendrait pas compte des autres, mais la liberté du citoyen qui, fondée sur la raison, s'inscrit dans un contrat social, cette liberté de conscience que garantit notre laïcité, cette liberté d'expression et de création qui, chez nous, s'étend jusqu'à la liberté de caricature. Nous, Français, savons combien entre ces libertés imperceptiblement rognées comme elles le sont dans les régimes illibéraux, on a parlé de démocratie libérale, et la tyrannie, il n'y a qu'un pas. Alors voilà, là où Macron voit la tyrannie des démocraties libérales, vous voyez la tyrannie du triangle, Roland, dont on parlait. Oui, enfin pour la liberté, je veux dire, il a quand même l'habitude de mentir. Je ne vois pas une seule liberté qu'il ait étendue. Il les a toutes restreintes. Loi Avia et puis tout ce qui tourne autour du Covid. On se demande s'il est de droite ou de gauche. Moi, je crois qu'il est d'extrême droite d'un côté, d'extrême gauche de l'autre. Extrême droite uniquement pour ce qui est de l'argent, pour faire des cadeaux riches, comme on dit, enfin en tous les cas, pour alléger la position des 0,1% qui domine la planète et la France. Pour tout le reste, il est des extrêmes gauches. Je veux dire, sur tout ce qui est sociétal, sur tout ce qui est, sociétal, immigration, refus de la patrie, refus de la nation, etc., etc. Alors, sa position, c'est celle, je sais pas si c'est la nouvelle droite ou la nouvelle gauche. Aujourd'hui, il faut plus chercher à classer les gens à droite et à gauche, parce que là, oui, je crois que ça ne veut plus dire grand-chose. Ça ne veut plus dire grand-chose, mais il y a des clivages, et il y a lesquels sont les clivages? Un triangle qui domine le monde, rien à voir avec le complot franc-maçon, je dis. Soyons clairs. Vous avez 3 pôles. Oui. Le premier pôle, ce sont les plus riches du monde. Ils sont pas très nombreux. Les 10 ou 15 qui ont décidé, par exemple, que Trump serait battu. Ils ont dit, avant l'élection, nous avons décidé que... qui serait battu. Et ils sont en France pas très nombreux non plus, ils sont 5 ou 6, c'est tout. Et ils ont beaucoup plus de pouvoir qu'autrefois par le monopole de la presse et par le mimétisme de la presse, aussi par un mécanisme que je ne connais pas. Dans les années 60, les puissances d'argent avaient beaucoup de pouvoir sur la presse, mais enfin, il y en avait qui étaient pour De Gaulle, d'autres qui étaient contre. Et puis, vous aviez quand même un grand quotidien qui était géré par ses rédacteurs, c'était Le Monde, quotidien de référence, ce qui n'est plus le cas. Donc, vous avez cette oligarchie financière d'un côté, qui a 2 points d'appui. En Europe, l'islam,
Les islamistes, plutôt l'islam politique. Oui, non, vous voulez dire l'islam. Mais n'imaginez pas que c'est qu'une affaire de banlieue. C'est aussi le rôle du Koweït, le rôle d'Abu Dhabi, ce sont le rôle de l'alliance, de tout ce que nous avons promis à l'Alliance islamique internationale, ainsi de suite. C'est-à-dire que le bloc islamique, et puis interne et externe. Et puis, vous avez le woke, c'est-à-dire l'extrême gauche sociétale. La cancel culture, c'est ça, le politiquement correct. Absolument. Correct, qui, bien sûr, a suscité des manifestations. Vous avez toutes les manifestations de Black Lives Matter, que quelqu'un comme Soros ne s'est pas caché d'avoir subventionné avec un petit chèque à tous ceux qui voulaient manifester, mais qui dépasse la rue, qui a pénétré la justice, qui a pénétré la presse et qui représente la négation et la destruction de tout ce qui a fondé la civilisation occidentale et je dirais même la nature. Oui, mais Roland Huros, ces gens-là sont minoritaires quand même. En tout cas, en Europe. C'est pas à vous que j'apprendrai que les minorités font l'histoire très souvent. Et puis qui n'y est pas dans ces trois piliers? Ils sont minoritaires, mais quand vous voyez par exemple question d'ordre public, l'assurance d'un certain nombre, pas tous, je mélange d'un certain nombre de jeunes musulmans qui commettent des agressions dans certaines banlieues, etc., qui niquent la police comme ils disent, mais quelque part ils savent qu'ils sont dans le bloc dirigeant. Quelque part, ils le savent. Peut-être pas de manière très consciente. Quelque part, ils savent que il y a... Disons qu'il y a une impunité, vous voulez dire. Oui, mais bien sûr. Mais l'impunité, ne vient pas de la justice seulement, elle vient aussi de la géopolitique. Je pense à la géopolitique. Oui, il y a une alliance... Mais alors, quid de la population, des classes moyennes, etc. Ce qui reste, c'est les classes moyennes travailleuses. C'est Marine Le Pen disait hier, derrière moi, les travailleurs. Et effectivement, il y a un plan à Davos de réduction des classes moyennes. Ça a été écrit noir sur blanc à Davos. Alors, vous avez les classes moyennes inférieures, c'est les gilets jaunes. En gros, l'esprit gilet jaune. Mais ce sont quand même des gens qui ont travaillé, qui ont eu des salaires, qui ont des retraites de plus en plus insuffisantes, mais voilà, qui ne sont pas à la charge de la société. Et puis, vous avez au contraire les classes moyennes supérieures ou moyennes, supérieures, qui se sont pas encore bien rendues compte mais elles se plaignent de l'excès d'impôts, mais elles ne sont pas bien rendues compte qu'elles n'étaient pas encore plus au pouvoir véritablement. Alors ça dépend, il faut établir des nuances, mais que le vrai pouvoir est au-dessus d'elles. Et d'où la politique fiscale de Macron, quand il supprime l'ISF d'un côté pour l'extrémité du triangle, si vous voulez, et puis quand il supprime pour toutes les populations, spécialement sensibles pour les non-propriétaires, c'est-à-dire pratiquement tous les immigrés, mais il supprime la taxe d'habitation, qui était le seul impôt citoyen payé par toutes les classes de la société. C'est-à-dire que vous avez tout d'un coup, du jour au lendemain, 50% de la population qui ne paiera plus d'impôts. C'est exactement le contraire de ce qu'avait fait Madame Thatcher. Madame Thatcher, elle est arrivée, il y avait 50 ou 60% des Anglais qui payaient pas d'impôts pour le même mécanisme. Et là, non sans mal, puisque ça lui a pratiquement coûté son siège, mais elle a quand même réussi à rétablir... Non, elle a eu quelques années de pouvoir, elle a fait des choses, pour le meilleur et pour le pire. Oui, mais son but, c'était au contraire, pour les classes moyennes, un libéralisme à la fois patriote et pour les classes moyennes. Et quand on dit c'est un libéral, c'est exactement le contraire. Macron, c'est mondialiste et antipatriote, et c'est pour les classes très supérieures ou leurs alliés périphériques que j'ai évoqués, et c'est contre les classes moyennes. Vous avez la suppression des allocations familiales aux classes moyennes, quand même, c'est pas rien. Et puis surtout, ceux qui ont bénéficié véritablement d'allègements d'impôts, ils sont soit
à l'extrémité supérieure, soit dans la masse du 3e ou 4e tiers. Par contre, on n'a fait aucun allègement d'impôts qui puisse intéresser le français moyen au sens de classe moyenne. Donc il y a quand même un plan. Et quand vous voyez que dans les projets de Davos, il y a l'idée d'une espèce de communisme où tout le monde serait locataire, et aujourd'hui, quand vous regardez le montant... C'est amusant que vous parler du communisme de Davos. Mais lisez-le, le ça livre. Fait assez, ouais. Non, mais c'est une vision, on m'a dit que c'était la vision de Platon. Vous avez le communisme général, et puis vous avez une oligarchie très 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 mince, et qui a évidemment le droit de propriété, qui a tous les droits, tous les pouvoirs. C'est ça. Intéressant. Mais c'est amusant, oui, c'est amusant. Mais d'ailleurs, il y a une certaine forme de libéralisme qui est aujourd'hui dépassée, qui est dépassée. Et appeler ça des libéraux, moi je m'assure chaque fois que j'entends dire que ce sont des libéraux, c'est autre chose. On va en parler tout de suite avec les auditeurs de Sud Radio. Et vous prenez la parole en nous appelant au 0826 300 300 comme tous les jours jusqu'à 14h. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous allons tout de suite dans la belle ville de Cibourg, dans le sud-ouest, avec Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Monsieur Berkov, merci de me donner la parole. J'aime bien vos émissions et vous écouter souvent. Merci, merci Jean-Marc. On vous écoute. Voilà, écoutez, j'interviens de façon spontanée parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer, je dirais, cette intervention, mais je vous en prie. Intellectuellement, je vais tenter d'être le plus clair possible pour les auditeurs et également pour votre invité et par voie de conséquence avec vous-même aussi. Il se trouve que je pourrais faire référence au débat d'hier soir, mais je vais partir directement sur une question qui pourrait être posée, je dirais, ou dont les électeurs de M. Macron devraient se poser comme question et creuser, je dirais, le fondement du comportement du président que nous avons, qui pour moi est un agent double. Alors je m'explique, un agent double, il a la casquette effectivement de président, mais il est aussi le représentant, je dirais, d'une organisation qui se situe à Davos, parce que il a été intronisé il y a quelques années Global Younger Leader. Alors c'est un nom un petit peu à coucher dehors pour les les Young Global Leaders, oui, on connaît, oui. Les Young Global Leaders, voilà. Il serait intéressant de savoir quelle est exactement la définition de cette appellation, mais surtout de voir que Monsieur Macron a avalisé, je dirais, un projet qui a été initié par le patron de ce forum, qui est Monsieur Schwab, qui a d'ailleurs écrit un bouquin qui s'appelle... Oui, on connaît. Vous le savez. Allez-y, on connaît, oui. Donc, il serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce plan. Et moi, je fais référence au livre de Philippe de Villiers, qui m'a éclairé, je dirais, sur ce plan. Et c'est pas joli, c'est pas joli pour les années qui viennent et pour les électeurs de ceux qui sont les soutiens de M. Macron, mais également on peut je dirais légitimement poser la question de savoir si cette avalisation de projet n'est pas finalement complotiste vis-à-vis de la population française. Alors justement, nous n'avons ni les tenants ni les aboutissants, je dirais, de ce qui nous attend dans le quinquennat qui pourrait venir s'il est réélu effectivement, mais nous n'avons aucun élément concernant ce qui nous attend, notamment sur la gestion des populations et son inspiration du crédit social un petit peu à la chinoise. Alors écoutez, on va tout de suite demander à Roland Hureau, justement. Je salue l'homme de Cibourg, étant moi-même né à Bayonne, qui n'est pas très loin. Je vous salue aussi.
Pour ce qui est de l'influence de Davos, alors Davos n'est pas le centre du pouvoir mondial, mais c'est dans la galaxie une étoile importante, un endroit important, et je n'en veux pour preuve que le plan de Bruxelles pour protéger la planète du réchauffement, qui est un plan complètement fou, qui prévoit la destruction du carburant, de tout carburant fossile, alors qu'il y a aucun manque de pénurie véritable sur les carburants fossiles, qui prévoit des voitures électriques partout. Ça a été dans le débat d'ailleurs d'hier, mais les voitures électriques pour le moment elles coûtent très cher, 60 000 euros, et tout ça c'est du copier-coller du rapport de Davos. C'est du copier-coller du rapport de Davos. Mais notre ami, notre auditeur disait qu'il ne connaît pas les tenants et les aboutissants, et qu'est-ce que ça pourrait donner pour la gestion du peuple français, effectivement, dans les années à venir. Enfin, du peuple français, on parle de lui. C'est-à-dire, mais au fond, on connaît les tenants et les aboutissants, ou pas? On les connaît, d'après ce que vous dites, vous, Roland Hureau. Les tenants de ceux qui veulent... Les raisons qu'ils ont derrière, je les connais pas. Parce que si on vous dit... Non, mais les tenants, le contenu. Ah, l'aboutissement, c'est une baisse drastique du niveau de vie et de la population. Ah bon? Absolument. C'est pas dit clairement dans le rapport de Davos, mais tous les gens qui sont autour de Monsieur Schwab le disent. Et puis, vous avez... et tout ça pour sauver la planète du réchauffement que l'on voit absolument exponentiel, ce qui est complètement idiot. De même que la croissance de la population de la planète n'est pas du tout exponentielle, il va arriver à un maximum autour de 2060, et ensuite c'est la baisse. C'est inscrit dans les chiffres, tout ça. Il y a une ignorance démographique. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens très très puissants peuvent être très ignorants, ou ils peuvent partager des préjugés qui sont des préjugés fous, et dont ils s'y confortent parce qu'ils se fréquentent entre eux. Alors, ça implique une baisse absolument extraordinaire du niveau de vie et des libertés. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Y compris la liberté de la propriété, que je considère comme un gage de liberté. C'est la Constitution. C'est la Déclaration des droits de l'homme. Et je crois que oui. Oui, bien sûr, bien sûr. 1789. Et quelqu'un qui est Draghi, qui est je crois Mario Draghi, qui est Premier ministre italien et qui est dans cette sphère, il a été président de. Il a dit qu'il voyait à l'avenir un monde où il n'y aurait plus de propriétaires, sauf les très très riches qui auront des propriétés un peu partout dans le monde avec des domestiques pour s'en occuper, et que tout le monde serait locataire et très heureux de l'être. Très heureux de l'être. Et avec l'alourdissement général, si vous le seul impôt qui reste quand on n'aura pas léger, c'est l'impôt foncier, qui correspond dans certaines villes, parce qu'il est inégal d'une ville à l'autre, qui correspond véritablement à un loyer aujourd'hui. On va y arriver, Et pourquoi la propriété? Parce que la classe moyenne, c'est quand même le réceptacle de l'héritage culturel, de la tradition, etc. Les gens qui sont dans les très très hautes sphères, ils ont un peu perdu leurs repères, on ne sait pas d'où ils sont, etc. Et puis les gens qui les assistaient, les gens qui sont aux marges, ou a fortiori les gens qu'on a fait venir, parce que tous ces gens-là n'acceptent pas l'immigration. Ils l'ont organisée. Et ils ont dit que c'était très bien de l'organiser. Et c'est pour ça qu'il est ridicule de s'en prendre aux immigrés. Ils sont dans une mécanique on les utilise. On les utilise. Et donc, oui, c'est très très inquiétant. Ce livre est très très inquiétant. J'espère que ils ont déjà reculé sur le nucléaire un petit peu. C'est-à-dire que le rapport de Davos, il n'y a pas un mot sur le nucléaire. C'est pour ça que le pire n'est pas toujours sûr, mon cher. Oui, mais enfin, oui, mais les idées folles, si vous les arrêtez pas, elles vont commettre des folies. Et nous sommes avec Gérald qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Gérald. Oui, bonjour Gérald. Bonjour et merci de me prendre à l'antenne. J'avais une question justement par rapport au débat et qui rejoint un peu de ce que vous disiez. Oui. Hier, Macron a interrogé Marine Le Pen concernant le port du voile en France, et elle souhaite l'interdire dans son programme, au moins dans la sphère publique. Et lui a rétorqué que si demain il y avait l'interdiction du voile, ça serait la guerre civile en France. Donc bon, moi je trouve ça incroyable d'avoir dit ça déjà. Et ensuite, justement, quand il dit ça,
Et donc ça veut dire qu'il accepte le pouvoir politique que l'islam peut avoir en fait en France. Est-ce qu'il se plie justement au modèle peut-être de la charia qui pourrait arriver peut-être un jour? Et donc ça c'est ma première question. Et ensuite la deuxième, est-ce que demain, donc quand je dis demain c'est 2023, par rapport en fait aux denrées alimentaires qui vont certainement manquer, je ne sais pas si des plantations ont pu se faire en Ukraine pour pouvoir répondre en fait aux demandes des pays justement maghrébins. Est-ce que à partir de là, il peut y avoir une véritable aussi guerre civile, mais entre nous, entre le peuple, afin qu'il puisse remplir son estomac? On va, voilà, oui, côté le voile et puis les denrées alimentaires. Roland Hureau. Ce sont deux sujets différents. Tout à fait. Pour le voile, alors je ne sais pas duquel on parle. Si on parle de la burqa qui couvre tout le corps, ça me paraît légitime qu'on l'interdise. Bien sûr. S'il s'agit du demi-voile... Non, mais le voile normal... Normal, bon... pas de raison. Ça dépend. Dans les lieux publics, on peut peut-être l'interdire dans les écoles, par exemple, et l'accepter dans la rue. Non, mais ce que je veux dire, c'est le message de la guerre civile. C'est ça que on peut dire. Oui, j'ai compris la pointe de votre argument. Ça me choque très profondément que quelqu'un qui se dit républicain et qui n'est pas républicain, comme je le disais, n'ait pas d'autre argument que la peur de la révolte d'une minorité qui ne représente encore que moins de 10%, enfin autour de 10% de la population, que ça suffise pour déterminer des lois qui intéressent toute la population et qui sont contraires à notre héritage de civilisation. Cette peur, mais cette peur n'est pas indépendante du contexte géopolitique que j'expliquais tout à l'heure. C'est pas seulement le rapport de force interne, c'est parce que ces gens-là savent confusément qu'ils ont l'aval de la classe dirigeante américaine, qui est également la classe dirigeante mondiale. Et ils sentent pas clairement, mais ils sentent confusément. Et d'ailleurs, ils sont assez ingrats parce que j'ai vu que tous les pays islamiques s'étaient mis d'accord pour pas voter la condamnation de la Russie. Alors que, en gros, la politique mondiale, c'est quand même une alliance des États-Unis et du monde islamique contre l'Europe et contre d'autres. Alors voilà, pour ce qui est des pénuries alimentaires, bien entendu, il n'y aurait pas de pénurie alimentaire s'il n'y avait pas de guerre. L'Ukraine, je vous ai dit que la population allait croître de 7,5 milliards à 10, puis après elle va décroître peut-être à 10,5. Mais s'il y a à manger pour 7 ou 8, il y en a pour 10. Hein. Les maîtresses de maison le savent. Donc, alors la guerre a mis énormément de désordre dans cette affaire-là. Mais fondamentalement, si la production repart en Ukraine, et comme je rappelle tout de même que la guerre en Ukraine, elle ne concerne que 6% du territoire. Hein. C'est-à-dire que toutes les grandes plaines qui sont à l'ouest de l'Ukraine ne sont pas touchés directement par la guerre. Et je sais pas, mais je serais pas étonné qu'on ait semé le blé pour l'été prochain. En tout cas, on sait que le fameux gazoduc qui transporte le gaz russe aux Allemands est toujours ouvert et n'a pas été coupé. Bien sûr. Voilà. On sait que la bureaucratie de Bruxelles, quand on a eu ses premières alarmes, a traîné pour lever les jachères. Pour autoriser la culture des jachères, les machines bureaucratiques, c'est toujours lourd et con, si je puis dire. Et non, il n'y a pas à long terme d'inquiétude, ni sur le pétrole, ni sur le gaz. Mais par contre, il y a un lien très direct entre Davos, qui veut réduire et même supprimer l'utilisation d'énergie fossile, et un certain nombre de réglementations qui ont eu leur effet sur les pénuries d'énergie et sur la hausse extraordinaire des prix de l'énergie. On va voir ça. Toutes vos interrogations sur Emmanuel Macron, vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Direction l'Ariège maintenant avec Emmanuel qui nous appelle. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour Emmanuel. On vous écoute.
Merci de prendre mon appel. Votre émission, comme toutes les autres, est particulièrement intéressante. Merci. Et moi, je voulais juste revenir sur quelque chose qui m'a beaucoup choqué, mais qui n'a pas été relevé par grand monde, en fait. Oui, dites-moi. Concernant Emmanuel Macron, tout le monde a retenu lorsqu'il a dit que les non-vaccinés, il voulait les emmerder jusqu'au bout. Oui. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est un petit peu après, quand il a dit que les non-vaccinés n'étaient pas des citoyens. Or, que je sache, quand on est président de la République, on est garant de la Constitution, on a prêté serment, et son rôle, c'est de protéger cette Constitution. La Constitution, que je sache, elle sépare bien les pouvoirs, et la citoyenneté, c'est pas le président de la République qui dit qui est citoyen, qui ne l'est pas. C'est une décision de justice, ce sont des juges, ce sont des jurys, mais en tout cas, c'est pas un président de la République qui dit qu'une catégorie est citoyen et une catégorie ne l'est pas. Je crois qu'il a, en faisant ça, pour moi, il a violé la Constitution, et puis surtout, c'est que, voilà, il a pas fait ce à quoi il s'était engagé en acceptant cette fonction de président, c'est-à-dire protéger la Constitution. Voilà, moi ça m'a beaucoup choqué. Malheureusement, ça n'a pas été relevé. Et bon, ben voilà, c'est le genre de choses que Madame Le Pen aurait pu le signaler, par exemple. Oui, ça a été effectivement, oui, tout à fait. En tout cas, ça a été relevé ici pas mal quand même, cette notion de sous-citoyen et de pas vraiment citoyen. Roland Hureau, effectivement, cette fonction présidentielle telle qu'elle est exercée et telle que nous donne notre auditeur, c'est l'exemple que nous donne notre auditeur. Il y a deux choses. Un vrai chef, quel qu'il soit, roi, président, tout ce qu'on veut, il doit défendre son peuple et tout son peuple, y compris les plus humbles, et défendre les libertés. Donc, même les rois de France défendaient certaines libertés. Et Macron est à l'inverse de tout ça. Les gens sentent confusément que ce qui les préoccupe, c'est pas les intérêts de la France, c'est pas les intérêts des Français. Et pour cette raison, il n'est pas respecté à l'étranger. Parce que le monde international, c'est une espèce de jungle où chacun défend son pays, son peuple. Et s'il y en a un qui ne le défend pas, ben les autres ne le comprennent pas et il est méprisé. Et je peux vous assurer qu'il est très méprisé sur la scène internationale, même si nos chaînes de télévision nous le montrent en train de gambader dans les sommets. Très significatif le sommet de Bristol, où pendant qu'il faisait une espèce qui se faisait voir, qui se montrait qu'il était un peu partout plein de vanité, les anglo-saxons s'arrangeaient pour supprimer le marché avec de sous-marins avec l'Australie, dans son dos, au même endroit. Alors oui, il y a ça. En coulisses, les autres il y a deux choses qui sont très menaçantes. La première, c'est son tempérament personnel, parce que le Covid, il y a trois choses. Il y a l'exécution d'un plan mondial qui lui a servi un petit peu de Bible, qui venait de l'OMS. Il n'a apporté des changements que pour des raisons de calendrier électoral. Telle mesure on l'avance, telle mesure on la retarde. Il y a le désordre de l'administration française, qui est le résultat des réformes qui ont été faites depuis 15 ans, et qui sont des réformes toutes plus absurdes les unes que les autres, mais inspirées de la même idéologie mondialiste. Pensez à quoi? Juste un exemple, les ARS, bien sûr, tout ça. Et les critères qu'on leur a donnés. Et puis là, le quota de nouveaux médecins. Le numerus clausus. Numerus clausus, bien sûr. On a véritablement imposer un carcan au monde hospitalier qui est un carcan absurde, mais pas seulement à eux, à toute la fonction publique. Et puis le troisième point, c'est son tempérament, qui est un tempérament autoritaire, qui est tout le contraire d'un tempérament d'un libéral naturel. Et il est très autoritaire, et ça s'ajoute à sa philosophie mondialiste, parce que la philosophie mondialiste, pour moi, ça n'a qu'un seul aboutissement, c'est 1984. C'est le meilleur des mondes. Jean-Jacques Rousseau a écrit quelque chose de très juste. Oui, je choisis mes citations. Il a écrit quelque chose de très russe. Plus l'espace politique à gérer s'élargit, plus il faut une poigne ferme à la tête. Donc si vous avez un pouvoir déjà grand comme la Russie, il faut une forte poigne, et pour les États-Unis aussi au début. Bien sûr. Mais si vous avez un pouvoir mondial, et si vous avez des gens qui plaident pour un pouvoir mondial, qui s'est déjà exprimé en matière de santé, dans l'affaire du Covid, mais qui peut s'exprimer en matière d'environnement,
en bien d'autres matières, ça suppose une concentration toujours plus grande des pouvoirs, et c'est la fin de la démocratie. Et c'est dans ce monde-là, les gens qui ont un tempérament autoritaire comme Emmanuel Macron, ils se sentent comme des poissons dans l'eau, pour revenir à notre image halieutique. La parabole du poisson, elle n'existe pas seulement que dans l'Évangile. Oui. Et dans la belle ville de Beaune, Alexandre nous appelle. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour Alexandre. Alexandre qui n'est plus là, qui a raccroché. Alors, moi, justement, je voudrais aller un peu au-delà de cette parabole, Roland Hureau. Au fond, ce que vous dites sur, effectivement, la géopolitique, l'oligarchie mondiale, etc., dont Macron serait, selon vous, l'un des représentants, au fond, si sursaut démocratique il y a, parce que pour le moment, moi, ce qui me frappe, on peut dire ce qu'on veut, le peuple, pour le peuple, chacun le peuple, enfin, le peuple, bien sûr, on va parler des gilets jaunes, mais enfin, il n'a pas l'air, il ne se manifeste pas de manière outrancière. Je ne dis pas qu'il doit descendre dans la rue. Vous allez me dire, il y a les élections, effectivement. Mais comment, alors justement, comment peut-être pas éliminer, mais comment restreindre cette tentation mondialiste? Comment, en tout cas, retrouver un équilibre entre les pouvoirs et entre les forces qui s'agitent en ce moment, non pas seulement sur la France, mais évidemment sur le monde. Comment arriver à un équilibre, selon vous? Mais vous voulez que j'appelle à voter pour Marine Le Pen, qui serait... Pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que... moi, je ne veux rien, et surtout pas de consigne de vote. En plus, on est contre les consignes de vote à Sud Radio. C'est sûr que on a l'impression d'être sous une chape de plomb de plus en plus lourde, de plus en plus écrasante. Et d'ailleurs, un climat de guerre facilite. Nous parlions de 1984, il y a toujours... avec ce despotisme excessif, et vous avez toujours une guerre aux frontières. Et on ne sait rien sur cette guerre. Comme dans les premiers mois, premiers jours, on ne savait rien sur la guerre d'Ukraine. Et aujourd'hui, il se raconte à peu près n'importe quoi aussi. Donc, si vous voulez, il y a blocage de l'information. Et quand vous avez ce climat de guerre, l'autoritarisme, la dictature, voire le totalitarisme sont plus faciles à instaurer, on a l'impression que cette chape de plomb, on n'y échappera pas, que ce sera de pire en pire, et beaucoup de jeunes ont cette impression, et je comprends qu'ils aient cette impression, mais il ne faut pas oublier deux choses. Un, c'est le peuple. De temps en temps, il se réveille. Mais pas tous les samedis, mais pas tous les samedis, pas tous les samedis comme les gilets jaunes, mais plus rarement. Mais parfois il y a des surprises tout de même. Je me souviens, j'ai l'impression d'être aujourd'hui en 1981. Les gens vous expliquent toutes les raisons pour lesquelles Giscard pouvait pas être battu, que Mitterrand avait les ministres communistes à côté de lui et que les Français n'accepteront jamais d'avoir des ministres communistes. Et vous vous souvenez certainement André Berkoff de ce moment-là. Et puis on a eu la surprise quand on a vu que Mitterrand avait gagné. Et c'était une bonne ou une mauvaise surprise, ça dépendait des gens, mais ça n'était pas moins une surprise. Et vous avez donc le peuple, vous avez l'histoire. Si vous voulez, si les pouvoirs tyranniques avaient eu l'éternité pour eux, mais il n'y aurait pas eu d'histoire. Et depuis depuis l'Empire romain et même avant. Et même avant, il y a de l'histoire. Et de temps en temps, il y a des événements historiques et qui sont imprévus. Et comme je disais, je ne sais pas qui, on n'a pas eu notre quota là, depuis quelque temps quand même. Alors voilà, je vous ai répondu. Oui, et puis on oublie quelquefois que l'histoire est tragique et on se charge de nous le rappeler. Mais elle n'est pas forcément tragique, elle peut porter des surprises. Des surprises, de l'inattendu. Eh bien, écoutez, qui votera verra, et de toute façon, lisez le livre de Roland Hureau. C'est un livre, en tout cas, documenté, que vous soyez d'accord avec lui ou non, à lire. Et c'est bon, vous êtes bon pour les 170 ans de prison, Roland Hureau. Votre livre, L'homme qui n'aimait pas la France, aux éditions de Paris, de Max Chaveil. Et le pouvoir rend-il accro? Comment sortir d'une addiction? C'est la question que va se poser Brigitte Lahaye.